bien, on est de retour à Biomime Expo et plus particulièrement sur le stand de Béchu et Associés et de Climate City pour cette quatrième et dernière table ronde de la journée. Après 3 tables rondes où on a discuté un petit peu de la ville de demain pour résumer l'ensemble des sujets et comment on pouvait s'inspirer de la nature pour rendre cette ville plus agréable. Et au fond, j'allais dire même au-delà de plus agréable, simplement comment rendre la ville vivable. Le chiffre du taux d'urbanisation à l'échelle du monde a été cité. On sera de plus en plus nombreux à vivre dans les villes, à y travailler. Et donc la question de rendre ce lieu vivable, à la fois dans le logement et puis dans nos bureaux, c'est-à-dire plus productif, c'est effectivement une question qui est majeure pour les pays développés et pour les pays aussi en voie de développement. Alors on a vu dans le biomimétisme un certain nombre de solutions, de réponses à cette problématique. Et on va se demander si dans la biophilie, on peut aussi trouver d'autres réponses. Et on verra parfois que les terrains entre biophilie et biomimétisme, en tout cas les frontières, sont parfois pas parfaitement définies. Et on arrive à trouver des ponts entre les deux pour s'intéresser à l'impact de la biophilie sur le bien-être, sur la productivité au travail ou dans les logements. On a rassemblé un panel assez complet et assez complémentaire. D'abord, on aura 2 architectes qui vont nous parler de cette thématique. Aliénor Béchu, donc vous êtes architecte d'intérieur et designer et dirigeante de l'agence de Volume ABC. Et donc vous nous parlerez de la biophilie appliquée à l'architecture d'intérieur avec peut-être des exemples précis. Après l'architecture intérieure, on va essayer de faire l'architecture extérieure et puis on verra s'il y a des ponts entre les deux, même si je force un petit peu le trait. Donc Steven Ware, vous êtes architecte et biologiste de l'agence Art et Build et vous aussi vous nous donnerez votre éclairage sur ce sujet. Ensuite on prendra un peu de profondeur et je me permets cette transition même si elle est facile avec vous, Ludivine Guérino. Vous travaillez pour Glowy et vous intéressez donc notamment au fond sous-marin et donc vous nous parlerez de cette thématique et puis on finira ce tour de table avec vous, Sandra Roumi. Donc vous êtes la rédactrice en chef de Business Immo, qui est la revue de référence du monde immobilier. Et vous serez, j'allais dire, en tout cas ce qui nous intéressera et ce sur quoi je vous interrogerai, c'est comment les professionnels de l'immobilier s'intéressent à cette thématique. Et au fond, mais je répéterai la question, est-ce que c'est un effet de mode, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que au contraire c'est une tendance de fond. Donc ça sera un petit peu le sujet des 30 minutes qu'on va passer ensemble. Et ma première question, elle est toute simple, Aliénor Béchu. Est-ce que pour vous, la biophilie, ça a une influence positive et dans quelle mesure sur l'architecture d'intérieur ? Tout d'abord, bonjour. Oui, alors il y a 2 choses que je voulais différencier déjà pour commencer. C'est que de toute façon, la nature est une source d'inspiration énorme, ça c'est une évidence. Quand on voyage et quand on fait un voyage dans l'histoire, on se rend compte que elle a inspiré énormément. Tout d'abord avec l'art décoratif à proprement parler. Quand on regarde l'Égypte antique, la Grèce antique avec les décors de feuilles d'acanthe, quand on regarde également l'art rocaille, qui est l'exubérance justement de cette nature et on peut terminer par Guimard qui a véritablement fait une ode à cette nature dans ses bâtiments et à l'intérieur de ces bâtiments. Aujourd'hui, oui, cette nature continue encore à nous inspirer. Et pourquoi ? Parce que on a dans nos métiers, on manie la lumière, les matériaux, les volumes et les couleurs. Et par tous ces éléments-là, on les retrouve dans la nature. Donc par exemple, les couleurs qu'on peut retrouver dans la mer va nous inspirer des enduits décoratifs ou des nouvelles matières qu'on va pouvoir mettre intégrées au sol, au plafond et sur nos murs. On a toutes les formes qu'on retrouve dans le monde animal et végétal qui vont aussi également nous inspirer. Si je peux prendre un exemple concret, par exemple, on a réalisé l'hôtel Miramar où là, on devait retravailler un hôtel 5 étoiles qui est également un espace une thalassothérapie. Donc il fallait créer un espace de bien-être. Et donc il nous a paru évident de créer, de faire de notre concept un écosystème un écosystème marin. Donc on a repris toutes les formes, les couleurs, par les nacres, les formes, toutes les courbes de la mer. Donc c'est un véritable parcours initiatique
autour de ce monde maritime, justement. Et on a utilisé des échelles différentes, notamment les chambres également, où on est rentré dans le coquillage et on a recréé l'univers d'un coquillage. Et donc, juste pour terminer ça, donc ça c'est plus le côté biomimétisme, et après il y a le côté biophilie, où là c'est le rapport inné de l'homme par rapport à la nature. Et aujourd'hui, c'est une évidence de réouvrir les espaces vers les extérieurs et vers la nature, et d'incorporer au maximum de la nature pour le bien-être des utilisateurs. Merci pour ce rappel historique. Effectivement, parfois on a l'impression qu'on réinvente tout, mais en fait on comprend que notamment avec le travail de la lumière, les architectes d'intérieur et les autres ont toujours cherché à travailler avec la nature. Et merci aussi pour l'exemple précis. J'ai une deuxième question, une dernière question. Et on a beaucoup de jeunes qui viennent écouter cette table ronde, peut-être des futurs architectes. Concrètement, si on devait le résumer en une minute, le quotidien d'un architecte qui réfléchit à ces questions-là, c'est quoi? J'arrive quelque part, j'essaie de comprendre l'histoire du lieu plus que je le faisais avant. J'essaye concrètement, qu'est-ce qui peut changer dans le métier pour un architecte qui prend plus en compte ces questions de nature que quelqu'un qui serait plus indifférent à ces sujets-là? C'est surtout pour l'utilisateur. On ne construit pas pour soi. L'idée n'est pas de dessiner pour soi. On dessine justement pour des personnes qui vont vivre dans ces bâtiments. Et il a été prouvé que justement la nature avait un véritable impact sur la productivité, et en tous les cas dans le monde du bureau. Et donc c'est pour ça qu'on va ouvrir plus les façades, on va essayer d'ouvrir les open space. Merci beaucoup, j'espère que ça donnera envie à des futurs étudiants d'aller vers l'architecture et l'architecture biophilique, pourquoi pas. Je vais maintenant passer le micro à Steven Ware. Donc vous êtes architecte et biologiste, donc vous êtes bien placé pour nous parler de cette question. Et est-ce que les questions que se pose un architecte d'extérieur sont fondamentalement différentes des questions qui ont été soulevées juste avant par quelqu'un qui est plus architecte d'intérieur, ou est-ce qu'au fond il y a une convergence? Et même la question d'après, donc il y aura deux questions. Sur un projet, comment vous travaillez ensemble sur cette question d'intégration de la nature? Oui. D'abord, merci à l'agence Béchu Associés pour l'invitation de vous rejoindre pour cette table ronde. Oui, architecte, on dit architecte extérieur-intérieur. L'architecture, c'est principalement l'enveloppe. Il faut créer une entité dans son ensemble. Donc, on essaie de s'adresser à des questions intérieures-extérieures de cette enveloppe et toute la notion de l'abri. Alors, je pense qu'on est dans le cadre d'un salon sur le thème du biomimétisme. Donc, comment on peut imiter la nature, s'inspirer de la nature. Je pense que notre approche, ça commence avec le fait que la construction, notre conception des villes, des bâtiments, etc., doit commencer avec un rapprochement de la nature dans son ensemble, à la fois du point de vue prescriptif, parce qu'on a les logiciels qui nous donnent la possibilité de dire clic droit sur le béton, clic droit sur l'acier, clic droit sur le bois, etc. On devrait prendre ça beaucoup plus au sérieux. On sait qu'il y a un très très grand défi, le changement climatique, et qu'il y a des tas de choses à faire dans notre secteur pour améliorer nos pratiques. Donc, pour vous donner un exemple concret, on a livré un bâtiment en bois à l'avenue de la Porte d'Ivry, un bâtiment tertiaire, R+7, etc., avec 90% en bois, 80% en bois, excusez-moi. Alors, il était question à un moment donné de est-ce qu'on va laisser le bois apparent. Donc, on a décidé oui. Pourquoi? Parce que les études menées par les scientifiques un peu partout sur cette planète nous montrent aujourd'hui que cet aspect qui a été évoqué tout à l'heure, le bien-être, l'amélioration de la productivité, la réduction de stress, est impacté par la présence des matériaux qui rappellent la nature. Donc, le bois fait partie de ces éléments biophiliques. Et donc, c'est aussi un argument très, très positif pour des promoteurs, pour ceux qui sont dans l'immobilier, pour valoriser cette démarche. Ce qui est très, très bien, parce que, hors le côté bilan carbone, si on met du bois et on montre le bois, on a cet aspect très, très paramétré qui se mesure par des taux de cortisol, par la pression diastolique, etc., les choses que les biologistes pourraient nous apporter. Donc, en fait, on a la nature qui nous fait un cadeau au-delà de sa beauté, de sa capacité de nous inspirer, de
façon très beaux-arts, mais on a aussi des études scientifiques qui nous poussent à soutenir cet aspect biophilique. Donc, on essaie de faire intégrer un peu une démarche prescriptive, mais aussi avec une démarche bien-être sur l'habitant, l'usager. C'est surtout quelque chose qu'on cherche à placer dans les hôpitaux parce qu'il y a un impact directement sur le bilan de l'hôpital. Quand on met ces éléments, etc., qui rappellent la nature, les patients passent moins de temps dans l'hôpital. Et donc, forcément, on va améliorer quelque chose qui est aussi un changement un peu de paradigme. Merci pour cet éclairage. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose. N'hésitez pas à prendre le micro pour que... L'eau, on s'est rendu compte aussi que l'eau était un élément très important et qui avait un impact fondamental justement sur l'homme. Et donc on intègre de plus en plus l'élément eau à l'intérieur des bâtiments. D'accord. L'autre question que j'aimerais poser à l'un ou l'autre d'architecte, peut-être vous aurez tous les deux une réponse complémentaire. La place de la France dans cette transformation, de cette prise en compte, est-ce qu'on est plutôt en avance par rapport aux autres pays? Sur le bois, je sais qu'en construction de bois de manière générale, on est plutôt en retard à la fois par rapport aux États-Unis où les maisons individuelles sont La France rattrape son retard de façon très impressionnante en ce moment. Absolument. Alors voilà, dites-nous en plus sur ce rattrapage et depuis quand il a commencé. Déjà, c'est une question de structuration du filière parce que chaque pays a son contexte, etc., avec des ressources, donc les forêts, avec des différentes espèces, que ce soit des feuillus ou des résineux. Mais il y a aussi la première transformation, il y a aussi les entreprises, les charpentiers. Donc en fait, il y a une transition en train de se faire aujourd'hui qui est accélérée par rapport aux autres pays. Donc pour un pays qui n'a pas l'habitude de prescrire le bois, pour différentes raisons, hein, mais c'est plutôt historique, le béton et l'acier ont vraiment dominé la construction en France depuis un siècle. Alors on comprend que le retard est en train de se rattraper. Si on veut le rattraper encore plus vite, quels sont les verrous à défaire pour que la France rattrape? Il y a les cadres normatifs. Par exemple, quand on fait une maison individuelle, toutes les normes sont là pour la construction en bois. Dès qu'on commence à dépasser une certaine hauteur, 9 mètres, 18 mètres, on se retrouve avec beaucoup de complexité dans le cadre normatif. Et c'est là où il faut mettre plus de recherche. Il faut convaincre les assureurs, les investisseurs. Tout le monde doit être convaincu. Donc la biophilie nous aide énormément à justifier ces choix. Et la dernière question que j'ai posée un peu à tous les architectes, ça m'intéresse d'avoir votre retour. J'imagine que pour faire ce métier d'architecte spécialiste, ou en tout cas qui travaille sur les questions de biophilie, est-ce que le recrutement des équipes est le même que si on était un architecte plus traditionnel? Est-ce qu'on prend des sociologues dans les équipes? Il faut être passionné. Est-ce qu'on prend des biologistes et vous en êtes Oui. Il y a très peu de double chapeau, enfin double formation. Et ça m'étonne aussi qu'il n'y a pas de biologie enseignée dans les écoles d'architecture. Or, c'est étonnant quand même. On vit dans une espèce de création absolument miraculeuse et on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. On met des choses dedans, il y a des choses qui sortent, mais on ne maîtrise, on ne comprend pas notre propre biologie. On n'en parle même pas de la biologie au niveau écosystème, hein, parce que ça, c'est encore bien plus complexe, évidemment. Mais quand on recrute, on demande d'abord, est-ce que vous avez envie de changer les choses? Est-ce que vous avez envie de se battre pour le bois? Parce que, voilà, on sait que les réflexes aujourd'hui sont plutôt contre. Mais il faut changer ça, quant au niveau perception publique, mais aussi au niveau de l'industrie. Vous, Alinor, pour compléter, est-ce que dans l'industrie de l'architecture d'intérieur, on voit des nouveaux profils arriver, je ne sais pas, des philosophes ou des gens qui réfléchissent un petit peu différemment et qui viennent compléter ce qui sont les architectes de formation? Est-ce que vous sentez la transformation? En architecture d'intérieur, pas véritablement. Après, on sent que c'est des sujets qui sont très importants de toute façon dans notre société. Donc, heureusement que... Oui, il y a des personnes, oui, il y a des profils qui ont différentes cartes à jouer et qui les jouent, oui. Mais en architecture d'intérieur, ça l'est un peu moins qu'en architecture. Je pense aussi encore une fois aux jeunes qui sont derrière et qui veulent faire peut-être des doubles diplômes ou des doubles formations. Ça peut mener à l'architecture. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vais maintenant passer la parole à Ludivine Guérino. Alors peut-être, je vais vous laisser un peu carte blanche, mais d'abord nous présenter Glowy parce que je pense que ce n'est pas forcément évident pour ce monde, et puis peut-être réagir à ce qui vient d'être dit. Vous avez l'air plutôt d'accord, mais peut-être qu'il y a des points sur lesquels vous voulez aller plus loin. Donc vous avez carte blanche pour nous présenter votre société. Ok, super. Merci déjà à tous pour l'invitation et pour cette table ronde qui est très importante pour nous parce qu'en fait on fait un petit peu le pont aussi. Donc, alors chez Glowy, on est une start-up qui développe des systèmes de lumière qui sont biologiques et vivants et qui sont basés sur ce qu'on appelle la bioluminescence, qui est une fonction naturelle de production de lumière par de nombreux organismes vivants, donc typiquement les lucioles, les vers luisants et plus de 80% des organismes marins. Et si je peux me permettre de rebondir sur juste ce qui vient de se dire, en fait chez Glowy,
Sandra Ray, qui est la fondatrice de Glowy, est designer de métier. Et donc aujourd'hui, elle est à la tête d'une start-up de biotechnologie. Et donc du coup, en fait, le pont, nous, on l'a au sein même de notre entreprise, puisqu'en fait, on est assez transversal dans nos filières métiers. Donc on a à la fois des chercheurs et des ingénieurs en biologie, et à la fois des équipes business et designers, donc du coup qui permettent de réfléchir de manière un peu plus globale, en tout cas sur les applications de la bioluminescence dans nos usages quotidiens, et que ce soit intérieur ou extérieur. Alors pour revenir un peu plus de manière technique sur ce qu'on fait fondamentalement dans notre métier, c'est qu'en fait on va développer des systèmes vivants qui sont bioluminescents, donc qui sont composés en fait de bactéries qui ont la fonction de la bioluminescence, et donc on reproduit ce qui se fait dans la nature, puisque plus de 80% des organismes marins sont dotés de cette fonction. Et donc 80%, c'est un chiffre qui paraît énorme, ça l'est, et c'est d'autant plus important qu'on ne connaît pas tous les fonds marins en fait, donc il y a encore plein de choses à découvrir dans les fonds marins. Et notre objectif chez Glowy, c'est vraiment de proposer une alternative à la lumière vraiment artificielle, à la fois dans les usages intérieurs, mais également dans les usages extérieurs, que ce soit pour... on parlait tout à l'heure de bien-être, et c'est très important de repenser à l'usage aussi de notre lumière, parce qu'il y a quand même beaucoup de problématiques avec la lumière aujourd'hui. Et il s'avère que notre lumière tout particulièrement est dans une longueur d'onde qui est reconnue pour avoir des propriétés relaxantes et apaisantes. Donc, ça, c'est un premier point. Donc pour les usages intérieurs, tous les espaces qui vont être dédiés au bien-être. Alors on peut penser à des espaces de relaxation, typiquement dans des hôtels ou des spas, mais aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire comment une entreprise peut aussi repenser ses offres de bien-être pour ses collaborateurs. Et donc là, les champs d'application sont nombreux. Et en extérieur, c'est proposer vraiment une alternative aujourd'hui à l'éclairage qu'on a dans le milieu urbain. Puisqu'aujourd'hui la pollution lumineuse est une grosse problématique à la fois environnementale, écologique et économique également. Et donc là, c'est vraiment repenser l'usage de la lumière pour des usages dans lesquels la bioluminescence s'intégrerait parfaitement, donc tout ce qui va être balisage, mise en avant architecturale, délimitation de chemins par exemple dans des jardins. Donc voilà. Une première question qui me brûle les lèvres, si par exemple je veux me payer une lampe qui reprend votre technologie pour mettre dans mon salon parisien, qu'est-ce que ça coûte, voilà, encore une fois, pour que les gens aient un ordre d'idée quand même de ce dont on parle en termes de coût économique. Ouais. Alors aujourd'hui, on ne développe pas encore de produits pour les utilisateurs. Donc aujourd'hui, c'est pour moi particulièrement, vous allez faire. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on est sur on est en prototypage et en validation de nos prototypes, donc nos coûts sont pas encore ceux qui seront tel quel, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, il y a l'achat de la structure qui va permettre en fait de cultiver vos bactéries, typiquement comme un aquarium. C'est un système qui est le même principe. Et ensuite, c'est un abonnement aux nutriments, parce qu'en fait, pour avoir du coup de la lumière de manière continue, il faut que les bactéries elles puissent se nourrir en tant que telles. Ça, c'est pour les applications intérieures. Pour les applications extérieures, on est sur des systèmes qui seront similaires, mais en termes de modèles économiques qui seront différents, puisqu'en fait, c'est pas viable d'avoir une maintenance quotidienne pour les usages extérieurs. Et donc là, en fait, c'est vraiment le travail sur les micro-organismes sur lesquels on va travailler. Et donc, du coup, travailler sur des micro-organismes qui vont pouvoir se nourrir de déchets qui sont déjà présents dans la ville, typiquement dans les eaux usées, par exemple, ou dans certaines eaux, qui vont permettre, en fait, de nourrir en fait, ces bactéries-là pour s'affranchir de cette maintenance. On n'aura pas de prix non, parce compliqué à donner. Okay. Aujourd'hui, c'est surtout que ça va dépendre beaucoup des usages qu'on va vouloir en faire, des volumes qu'on va vouloir traiter. Et sur la phase, on achète l'outil, et sur la phase exploitation, on est moins cher qu'une consommation électrique classique. Alors, ce qu'il faut vraiment différencier, c'est pour les usages intérieurs, on va parler vraiment de bien-être, donc de l'apport de cette lumière qui a vraiment un bénéfice pour la santé et qui est reconnu, tout ce qui est chromothérapie, donc là on reconnaît. Ce qu'il faut, quand on parle d'impact écologique et économique, c'est sur la chaîne globale de la production d'une lumière. Si on compare par exemple à des systèmes de LED, où en fait la production de LED
LED est extrêmement impactante pour l'environnement. Donc on va extraire des métaux rares pour produire les LED. Dans la phase d'utilisation, on est sur une lumière qui est polluante visuellement. Et aujourd'hui, on ne sait pas recycler une LED. Donc sur l'impact global, l'équation environnementale de système qu'on connaît aujourd'hui, ça ne va pas en fait d'un point de vue environnemental. Et économique non plus. Avec notre lumière à nous, on est sur un système de lumière où la lumière se produit in situ. Donc la production se fait dans le système. Et après, la biomasse qui est produite est une biomasse organique. Donc la revalorisation derrière, c'est une revalorisation. La plus classique, c'est de la biométhanisation, mais il existe plein d'autres pistes en tant que telles. Donc vous ne vendez pas aux particuliers, donc vous vendez peut-être aux promoteurs qui lancent des projets ou aux foncières qui voudraient changer le système d'éclairage de leur bureau, que sais-je. Ouais. Comment est-ce que ces acteurs-là du secteur réagissent quand vous leur montrez pour la première fois et aussi vous en êtes tout dans le développement de cette start-up, voilà, essayez de comprendre un peu où vous en êtes. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a 4 ans. Chez Glowy, on a été créé il y a 4 ans. On a des premiers produits qui sont sortis essentiellement pour l'événementiel. Donc on réalise en fait des scénographies bioluminescentes dans le cadre d'événements. Et où là, la majorité de nos clients sont des clients qui sont spécialisés dans le milieu de l'énergie et de la ville. Donc de manière plus globale, constructeurs, promoteurs, architectes. Donc plein d'acteurs différents. Et aujourd'hui, on se positionne en répondant à des appels à projets en fait avec ces acteurs-là. De toute manière, on va dire que les avis sont unanimes. C'est une lumière qui est très belle, qui est vraiment hypnotique et où il y a vraiment un intérêt à l'emmener loin, cette technologie. Pour les applications extérieures, on est encore en cours de développement. Les premiers prototypes terrain sortiront d'ici 2020. Et pour les applications intérieures, là, on est vraiment en phase de discussion avec de potentiels partenaires. Puisque le sujet de la réglementation a été évoqué, peut-être qu'il s'applique à votre cas. Par exemple, je sais pas, je vous donne des exemples qui viennent, mais l'éclairage des sorties de secours ou l'éclairage sur les routes, j'imagine que c'est extrêmement réglementé. Oui. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a une voie possible ? En fait, la lumière, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il va y avoir la partie qui va être réglementée, donc pour les espaces qui vont accueillir du public, et également aussi dans les espaces extérieurs. Et après, il y a la lumière qui va être utilisée de manière plus comme agrément et d'illumination. Donc nous, pour le moment, on se positionne vraiment sur ce créneau-là. Donc vraiment une lumière, on n'atteindra pas des éclairages de 30 lux. Clairement, c'est pas l'objet de notre lumière. Et donc du coup, le positionnement, c'est vraiment une lumière qui est vouée à illuminer plus qu'à éclairer en tant que telle tel que la réglementation l'entend. Et après, il faut s'attaquer aussi à la réglementation. Donc, c'est comment aussi la réglementation se doit d'évoluer en la faveur du coup de nouveaux systèmes d'illumination. Parce qu'aujourd'hui, une réglementation de temps de luxe dans une ville n'est pas forcément nécessaire. Donc, il y a des gros enjeux. C'est une différence entre illuminer et éclairer. Intéressant de voir ça. Je vais passer la parole à Sandra Roumi, qui est rédactrice en chef de Businessimo et qui va avoir la lourde tâche à la fois de conclure, synthétiser un petit peu cette table ronde, mais surtout et parce que c'est vraiment quand même un sujet important, ce que j'ai dit un peu en introduction, est-ce que les grands acteurs de l'immobilier prennent ça au sérieux, ou est-ce que, comme je l'ai dit dans une autre table ronde avec un peu pour provoquer, est-ce que le potager c'est bien pour gagner un concours, mais en fait on s'en fout un peu, les gens l'utilisent pas. Alors voilà, on se situe où ? Non, franchement, je crois pas. Alors, moi, je suis pas habituée à intervenir en tant que sachant, mais plutôt à votre place. Donc, c'est un peu. J'ai plein de questions à vous poser, donc je les poserai après, c'est pas grave. Vous pouvez non, parce qu'autrement, ça va durer 3 heures, et donc voilà. Non, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, oui, je puisse. C'est la première fois que ça m'arrive, mais porter un peu la parole justement des opérateurs immobiliers et de l'industrie immobilière. Je ne crois pas que la biophilie ce soit un argument ou une petite chose dans leur projet. Je crois que c'est vraiment, je crois qu'on est vraiment dans un changement de dimension dans le secteur immobilier. Pendant longtemps, on a un peu raisonné au rythme de la financiarisation des TRI, des cash flows. C'était hyper chiant. Et enfin, depuis quelques années, il se passe d'autres choses. Il y a d'autres personnes qui arrivent dans ce secteur. Je crois que vous en apercevez tous. Il y a plus de mélange, il y a plus de mixité dans les profils. Et le sujet de la biophilie, du bien-être, a un peu révolutionné, en tout cas les purs du bureau contemporain et les purs de l'immobilier.
Je crois que les opérateurs immobiliers, ils réfléchissent tous à quelque chose. Ils savent très bien que 80%, vous l'avez dit tout à l'heure, 80% de la population urbaine, de la population mondiale sera urbaine à l'horizon 2050. Ça, ce chiffre, ils l'ont bien en tête. Et je crois qu'il y a un exemple qui est assez frappant. C'est celui, vous savez, des grands appels à projets qui ont émaillé un peu les 2 dernières années. Donc, réinventer Paris, réinventer la Seine, réinventer tout, quoi, la métropole du Grand Paris. Je crois qu'il y a eu 85 projets, quelque chose comme ça. Et sur ces 85 projets, il y a il y a 3 projets sur 4 qui comprenaient un volet, en tout cas, vert, nature, à des degrés divers. Alors, ça peut être à des degrés très homéopathiques, mais ça peut être à des degrés aussi beaucoup plus importants. Ça peut être à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du quartier, à l'échelle même du mobilier de bureau, parce que j'ai vu sur un salon notamment, du mobilier qui intégrait de la biophilie, enfin des espaces verts, et je trouvais ça assez étonnant. Non, je crois qu'il se passe vraiment quelque chose et qu'on considère aujourd'hui que le lieu de travail, pour qu'il soit un lieu de travail un peu plus performant, mais aussi où les salariés et les collaborateurs se sentent un peu mieux, eh bien, il faut y ajouter un peu de vivant, à telle enseigne que vous disiez tout à l'heure que j'étais la rédactrice en chef de Business Immo, mais j'ai lancé une nouvelle revue, donc j'en fais un peu la promo quand même, c'est pour ça aussi que je suis là, qui s'appelle In Interiors. Et cette revue, elle va consacrer son prochain numéro, en tout cas le dossier de son prochain numéro, à un sujet sur l'immeuble et le vivant, ou l'immeuble vivant, en tout cas quelque chose autour de la nature et de l'immeuble. Et donc pour nous, c'est vraiment des préoccupations de premier plan. Merci pour cet éclairage et ce qui pose la question pour ces grands de l'immobilier, de la question des ressources humaines aussi, puisque c'est pas avec les mêmes personnes qu'on fait ces nouveaux types de projets. La question que je voulais vous poser aussi, Sandra, et je la poserai aussi à tous les intervenants rapidement, tout le monde aura 30 secondes ou 45 secondes pour y répondre. On voit très bien comment cette inspiration de la nature, elle va émerger dans les métropoles riches, où tous les promoteurs essayent de faire leurs projets phares, où les élus, les mairies sont plutôt avant-gardistes, voyagent, ça inspire de ce qui se passe ailleurs. Quid des villes petites et moyennes, qui déjà sont un peu en difficulté? J'ai cité l'exemple de Saint-Etienne, parce que je viens de Saint-Etienne, mais est-ce que là on n'est pas en train quand même, si on ne fait pas attention, de créer des sous-villes et d'aggraver une fracture qui existe déjà? Donc là aussi j'aimerais poser la question à tout le monde, est-ce que vous avez des prospects ou des projets dans des villes qui ont moins la mode que Nantes, Bordeaux, Nice, Paris, et voilà, ces villes qui vont bien, on va dire? Juste pour répondre sur la question d'abord des ressources humaines, effectivement l'immobilier de demain ne se fera pas avec les mêmes personnes qu'aujourd'hui, donc on voit moi je vois tous les jours des gens avec des profils très différents intégrer l'industrie immobilière, des sociologues, alors pas que ceux au niveau des équipes, pas qu'au niveau des appels à projets, j'entends au niveau des équipes. Hier j'étais avec Thierry Laroupon qui est le patron de BNP Paribas Real Estate, et il me disait qu'il avait recruté des personnes avec des profils très très différents et qui viennent pas uniquement du monde de la construction et des écoles d'ingénieurs. C'est un monde qui est en train de s'ouvrir, donc ça c'est une bonne chose. Et puis sur la fracture, bien sûr que ces exemples-là, on les voit surtout dans les grandes capitales et dans les grandes métropoles. Après, il y a eu, je crois, des exemples de bâtiments démonstrateurs en région. Je pensais à Elitis, notamment sur d'autres sujets, mais je crois qu'il se passe aussi beaucoup de choses en région de ce point de vue-là. Partager cet optimisme? Oui, moi je pense qu'il faut rester optimiste et que ça va faire un effet domino. De toute façon, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Il faut aller vers cette solution-là. Qu'on soit dans une grande ville ou une petite ville. Les grandes villes seront les premiers de cordée pour les petites villes, c'est ça? Oui, les grandes villes, parce qu'il y a une activité économique qui nous pousse, enfin, qui nous invite à répondre sur des grands projets. Et les grands projets, on se rend très bien compte de l'importance d'attaquer les grands projets avec les innovations pour montrer que c'est possible de changer d'échelle. Pas de faire des petits prototypes, mais de faire quelque chose à très grande échelle et d'avoir un impact important. Mais juste pour revenir un peu à ce côté, parce qu'on a tendance à polariser la ruralité et l'urbanité en disant, voilà, il y en a qui sont plus ouvertes pour ce type de truc, mais je pense que si on prend très au sérieux notre responsabilité prescriptive, de choisir les biomatériaux, etc.,
on a tout de suite une association avec la ruralité, avec les métiers, les gestionnaires des forêts, etc., les premières transactions, les scieries. Et ça, c'est fascinant parce que ce n'est pas simplement un catalogue, on voit des gens et comment eux, ils se restructurent pour pouvoir répondre à une offre croissante. Et ça, c'est fascinant parce que voilà, on quitte un peu nos sentiers battus pour rencontrer d'autres personnes qui sont très impliquées dans le processus. Merci. Et donc, Ludivine, vous avez le mot de la fin. Est-ce qu'un jour on aura des lumières glowy à Saint-Étienne? Bah oui. Non, et puis juste pour rebondir par rapport à la fracture, nous, nos premiers projets expérimentaux qu'on est en train de construire, ils se feront a priori pas avec des grandes villes. On est en discussion avec des acteurs qui sont vraiment des villes de taille intermédiaire, voire des petites villes, qui sont vraiment pionnières en innovation et qui veulent vraiment, en tout cas, tester des solutions qui sont à la fois écologiques et en plus de ça innovantes. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les intervenants. On aura appris que les grands de l'immobilier ne font pas ça juste pour avoir une bonne image et c'est rassurant. Quand bien même ça serait ça le fait déclencheur et qu'ils le deviendraient après par conviction, c'est déjà pas mal, et que les petites villes ont toute leur place à jouer dans cette petite et moyenne ville, ont leur rôle à jouer dans cette transformation. Et n'hésitez pas à revenir l'année prochaine pour la prochaine édition du Biomime Expo. Merci à tous. Merci.